Nassim Lachlache, vous êtes tête de la liste d'Union citoyenne dans le Val-de-Marne, liste menée en Ile-de-France par Davary Horsfall. Cette liste est composée du mouvement Génération Avenir et du collectif de mouvements citoyens C'est à nous. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que sont ces mouvements Génération Avenir et puis le collectif C'est à nous? Donc bonjour, moi j'appartiens donc à l'entité C'est à nous, qui était une liste à part entière, qui a été travaillée depuis le début de l'année environ, et qui rassemble une trentaine de mouvements citoyens de divers horizons, donc de toute l'Île-de-France. Et puis, vous en citez quelques-uns ? Oui, donc Fontenay Citoyen, mouvement auquel j'appartiens, qui est basé sur Fontenay-sous-Bois, 100% Aubervilliers, qui est donc à Aubervilliers, Nous sommes Bondy, qui est à Bondy. Il y a des noms qui sont un peu compliqués. Il y a le collectif citoyen, qui est là, qui est un peu plus large, qui lui-même regroupe différents groupes citoyens et qui est à l'initiative de la démarche de C'est à nous, justement. Donc voilà, grosso modo, il y a aussi nous, donc ça c'est à Nanterre. Voilà, je ne veux pas écorcher les autres, donc j'ai pas envie de... Voilà. Donc une trentaine de mouvements qui sont rassemblés pour former la liste C'est à nous. Très rapidement, en fait, on est rentré en contact avec Génération Avenir, qui était une liste aussi à part entière, avec ses objectifs bien précis et sa composition aussi qui était la sienne. Et en fait, on a posé les projets politiques sur la table. On s'est rapidement rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Et donc, on a décidé de former une seule et même liste, la liste d'Union citoyenne. Sachant que c'est le message que l'on donne. Donc, on se voyait mal crier au rassemblement citoyen et ne pas être en capacité de se rassembler. À savoir qu'on a fait aussi la démarche d'essayer de se rassembler avec un certain nombre d'autres listes qui sont aujourd'hui présentes. Et puis après, il y avait le fond politique qui n'y était pas forcément. Voilà. Ce qui a fait que... Vous êtes par ailleurs adjoint au maire PCF de Fontenay-sous-Bois, en charge de la politique de la ville. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en politique et pourquoi vous avez choisi un mouvement citoyen plutôt qu'un parti politique traditionnel ? Si je peux apporter juste une précision, du coup, je suis adjoint au maire. Le maire est PCF, mais je ne suis pas du tout au Parti communiste français. Ni membre du Front de gauche d'ailleurs. Je suis élu sur ma propre étiquette, Fontenay Citoyen, qui est donc une alliance que nous avons fait avec le Front de gauche, ainsi qu'Europe Écologie Les Verts et les radicaux de gauche, et qui fait la majorité qu'on a à Fontenay-sous-Bois. Mais donc nous avons un groupe, Fontenay Citoyen, à part entière. Nous avons eu 2 élus dans cette majorité. Voilà. Sur votre question, sur la motivation qui a amené cela, moi, ça fait à peu près... Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Ça fait à peu près 10 ans, donc c'est surtout dans les périodes lycée que j'ai commencé à avoir un grand engagement, notamment contre le CPE, dont nombreux sont ceux qui se rappellent. Donc on avait mené un certain nombre d'actions, blocage de la 86, blocage du RER A, du RER E, etc., au rectorat, au ministère de l'Éducation, etc., pour lutter contre la mise en place justement du contrat première embauche qui était pour nous, qui étions à l'époque lycéens et qui allons être très prochainement concernés, qui était impossible à mettre en place. Donc les premières manifestations, les premiers engagements, on va dire, étaient autour de là. Les blocus au lycée, enfin voilà, quelque chose d'un petit peu classique quand même. Voilà. Je m'invente pas une histoire en disant qu'en 2002 Jean-Marie Le Pen est passé, etc. Non, c'est pas vrai, ça m'a pas marqué dans mon parcours politique en tout cas. C'est surtout cet engagement qui m'a amené à me poser d'autres questions et ensuite un engagement associatif au sein de l'association Résister, Insister, Persister. Comme son nom l'indique, c'est une association très positionnée et qui faisait du soutien scolaire, des chantiers de solidarité internationale, etc. Et donc j'ai fait un service civique dans cette association et ça m'a permis de m'ouvrir encore plus l'esprit puisque c'était en même temps que la période post-bac et donc universitaire. Donc j'ai commencé par faire du droit à Paris 5, Descartes. Donc c'est Paris et c'est d'autres gens et c'est d'autres débats et c'est d'autres réflexions qui voilà, petit à petit ont amené cela. Et puis en 2008 je m'étais investi dans la campagne municipale, en tout cas en tant que j'avais contribué à mon niveau et puis chemin faisant, voilà, 2010 les élections régionales où j'avais soutenu à l'époque Sokona Niakate, aujourd'hui conseillère départementale. Donc c'était sur le même schéma qu'aujourd'hui. Donc on avait 2 candidats pour la ville de Fontenay-sous-Bois, Michel Legoyer, membre du parti de gauche actuellement, dans la majorité municipale avec moi aujourd'hui, Sokona Niakate, membre du Front de gauche,
aussi dans la majorité municipale actuellement avec moi. Donc on avait soutenu ces deux personnes-là, mais c'était essentiellement pour soutenir Sokona, qui était une personne issue de notre quartier, et on se reconnaissait dans ce qu'elle défendait. Et donc j'étais président de son comité de soutien, on a travaillé étroitement avec le Front de gauche, mais c'était pas forcément une adhésion au Front de gauche, voilà. Mais l'idée était quand même bonne, c'était nouveau de laisser de la place justement aux personnes non encartées. Donc là, on a commencé à travailler ensemble, et très rapidement, en fait, on a un certain nombre à ne pas avoir trouvé notre place, en fait, à considérer qu'on ne nous laissait pas notre place, et que on ne se retrouvait pas dans ce qui était fait, donc on a pris un petit peu nos distances. Et donc en 2011, je me suis présenté aux élections cantonales, en tête de liste, sur un mouvement indépendant, sur le même principe que Fontenay Citoyen. Et donc voilà, là c'est la première élection, donc on a obtenu 8,26, ce qui n'est pas négligeable. Et puis voilà, et puis après on a été présent à toutes les élections de près ou de loin. En 2012, on a soutenu la députée aujourd'hui, Laurence Abeille, c'est la première fois que la circonscription passe à gauche. Elle a gagné de 800 voix, donc on peut penser que tout à chacun a contribué à son niveau en tout cas. Et puis voilà, et puis 2012, et puis 2014, on avait monté une liste, et le maire nous a proposé de se rassembler. Et pareil, on a posé les projets politiques sur la table. C'est ce qui est le plus important en tout cas. Que ce soit moi ou un autre, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on va y mettre. Et donc on s'y est retrouvés. L'intégralité de nos éléments programmatiques ont été intégrés. Il n'y avait pas de raison de faire une dissidence inutile. C'est le pragmatisme politique, et on y a été. Alors justement, parlons projet pour la région. Quels sont les projets de la liste citoyenne pour l'Île-de-France ? Les projets... Déjà, je voulais juste revenir sur la valeur ajoutée quand même de la liste citoyenne. Qu'est-ce qui nous démarque en fait des autres ? Qu'est-ce qui fait que voilà, le projet part des réalités quotidiennes des gens. Donc il y a des chômeurs, il y a des étudiants, il y a des gens qui sont au RSA, il y a des gens qui travaillent, des ingénieurs. Il y a vraiment tout type de profil. Ce qui fait de notre liste, sans aucune prétention, mais au vu de ce qu'on a pu voir et des comparaisons qu'on a pu faire avec les autres groupes politiques, l'une des plus diverses. Donc avec 5 types de diversité: la diversité culturelle, la diversité ethnique, géographique, politique et générationnelle. Puisqu'on retrouve notamment avec notre alliance avec Génération Avenir, deux groupes qui sont totalement opposés. On n'aurait jamais pensé peut-être se rencontrer, puisque eux-mêmes, on en rigole, voilà, ils disent nous on est des beaux quartiers un petit peu, voilà, et puis vous êtes plutôt des quartiers plus populaires, etc. C'est une alliance inouïe qui fait quand même que c'est possible de se rassembler. Et on a le sentiment dans la liste qu'on propose d'avoir fait ce que les partis ne savent pas faire et ne font pas, rassembler au-delà de leur clivage politique, rassembler au-delà des dogmes politiques, etc. Ça nous semble important. Donc je vous disais que le projet part des réalités quotidiennes des citoyens. Les différentes mesures qui ont été pensées, elles ont été pensées par des citoyens pour des citoyens. Tout à chacun citoyen, élu, ok, on est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, on avance. Et on est loin des propositions faites par des professionnels de politique, par des fins quelconques. Là, on n'a pas de fin quelconque, on a un projet, on veut le mener à terme, on n'a pas de poste à défendre, on n'a rien à défendre. Enfin, quand je dis on n'a rien à défendre, on a le projet à défendre, mais on n'a pas d'intérêt particulier, personnel à défendre. Voilà. Et donc, on sait exactement de quoi on parle, et on sait qu'il faut revaloriser le lien social, etc., pour le vivre nous-mêmes au quotidien. Donc voilà, et l'important, c'est de dépassionner les débats en faisant ce qui est le mieux pour les citoyens, c'est ce qui nous semble. Donc, au niveau des projets, pour venir à la question. Bon, alors on a 71 propositions, 71 mesures. On avait eu l'occasion d'échanger d'ailleurs lors d'un article sur cela. On a entre autres fait nos propositions en allant à la rencontre des gens avec des urnes et en leur demandant de s'investir, en proposant. C'est-à-dire que tout à chacun a une voix, tout le monde a du pouvoir. Ça, on en est intimement convaincus tous. Autant qu'on est Génération Avenir, c'est à nous. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus de Génération Avenir, c'est à nous, c'est la liste d'Union Citoyenne, on ne fait qu'un. Et donc on est persuadé que chacun a une idée, chacun a un avis sur la chose, et même celui qui ne va au final pas aller voter, il y en a, il va être en mesure de proposer quelque chose. Mais quand même, sur vos 70 propositions, elles sont concrètes, elles sont pour la région. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots quelles sont vraiment les propositions phares pour la région sur laquelle vous êtes tous d'accord au sein de la liste citoyenne et que vous mettrez en avant et que vous mettriez en place si vous étiez élu? Donc, il y a par exemple sur le volet transport qui est extrêmement important. Alors, il y a au-delà des propositions de rénovation, d'amélioration de la fréquence, qui est
une nécessité absolue, ça on est tous d'accord, tout le monde a ça dans son programme, il n'y a aucun problème sur cela. On a un développement de transport qui se fait avec la métropole du Grand Paris, entre autres, qui est en train de se faire, assez dense et très intéressant pour les habitants. Bon, on aura le temps d'y revenir parce que ça a du plus et ça a du moins aussi. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en cours. Donc ça, c'est en train d'y aller. On ne va pas inventer une ligne, ça ne sert à rien. Par contre, il y a des choses qu'il faut mettre peut-être concrètement tout de suite en place parce que ça prend du temps. 2020, 2030, on entend des chiffres. C'est vrai que voilà, pour avoir participé à l'un des conseils de quartier sur ma ville, dans un quartier qui s'appelle Les Alouettes, qui est très concerné par ce type de projet de développement économique notamment et développement urbain et développement des transports et des moyens de télécommunication. Ce que disaient les gens, c'est oui, vous nous parlez de 2030, vous nous parlez de 2040, mais nous, on vous parle de tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous proposez tout de suite ? Voilà. Donc, l'une des propositions, par exemple, serait de mettre en place une plateforme régionale de covoiturage. On a des plateformes, on a des choses qui sont faites avec le covoiturage aujourd'hui, où on a des applications qui existent. L'idée, c'est de faire une seule entrée. D'avoir une seule entrée régionale avec les moyens qu'a la région, de mettre en place cette plateforme donc sur l'internet, de mettre une application, mais ça suffira pas parce qu'on sait que tout le monde n'a pas forcément accès et tout le monde ne maîtrise pas aussi l'outil. Donc ça, après, dans la mise en œuvre, il va falloir creuser encore comment on fait en sorte qu'un maximum de personnes le fassent. Ça permettrait aux citoyens de se déplacer, notamment de banlieue à banlieue, à moindre coût. Ça, c'est le covoiturage classique. Comment ça serait mis concrètement en place ? Par exemple, vous habitez Nogent, vous souhaitez vous allez à Vincennes ou à Rosny tous les jours pour aller au boulot et vous passez par Fontenay. Donc vous savez que telle personne peut venir à la mairie de Fontenay-sous-Bois, c'est sur votre chemin, ça vous prend pas de temps, ça vous prend rien du tout, vous passez par là, vous la récupérez et vous l'emmenez là-bas. Et l'idée c'est de faire en sorte que, voilà l'idée du covoiturage, tout à fait, mais vraiment de le mettre à une échelle régionale et d'avoir une vraie plateforme, parce que le problème c'est que, comme je vous dis, on a plusieurs entrées, donc on pense que ça perd de son efficacité. Donc on estime que ça pourrait réduire d'un quart en tout cas la circulation, donc ce qui engendre aussi derrière baisse de pollution, baisse de particules, etc., qui est une mesure aussi quelque part écologique. D'accord. Voilà sur les transports. La deuxième chose sur les transports, la prévention de la fraude avec un volet répressif d'une part, et surtout un volet accessibilité aux plus précaires. Notamment la mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes, vous savez, avec les poussettes. Les jeunes mamans, les jeunes papas qui ont leurs poussettes, on voit bien que des fois c'est compliqué. Comment on réfléchit, comment on fait en sorte que tout à chacun puisse utiliser ces transports en commun. On estime à peu près à 400 millions le manque à gagner par la fraude. On pense qu'avec ces mesures-là, couplées avec une autre proposition phare qui est la gratuité pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, la gratuité des transports pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté, on estime pouvoir récupérer 300 millions d'euros. Avec ces 300 millions d'euros, on espère pouvoir créer 2000 emplois qui permettraient d'une part de sécuriser les transports, essentiellement de sécuriser les transports, ou en tout cas des agents supplémentaires, peut-être des conducteurs, peut-être ça à réfléchir comment on le déploie, mais en tout cas on pourrait récupérer une manne financière. Et juste, si je peux, sur le seuil de pauvreté, sur la gratuité, on sait qu'il y a déjà des possibilités de gratuité. Les gens qui ont le RSA ont une carte. Les gens qui sont très âgés ont une carte. Les gens qui sont chômeurs peuvent avoir une carte, etc., etc., etc. Encore une fois, il s'agit d'universaliser et de démocratiser la chose et avoir une seule entrée. C'est-à-dire qu'une personne âgée, elle a beau être âgée, si elle gagne 3 000 euros de retraite par mois, il n'y a pas de logique à ce que ce soit gratuit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment le critère économique qui devrait dépendre. Ça fait que si on fait cela, les personnes n'auraient pas d'idée, n'auraient pas d'intérêt à frauder. On part du principe, c'est les gens qui fraudent, c'est les gens qui n'ont pas d'argent. On part de ce principe, même si ce n'est pas toujours le cas. Hein. Mais voilà. Et donc en couplant tout cela, toutes ces mesures-là, ça va dans une seule et même voie et on baisse la fraude et puis c'est un vivre ensemble mieux, une tranquillité. Est-ce que vous avez des propositions en matière de développement économique, formation professionnelle ? Je vais citer deux choses sur le développement économique, sur l'insertion, tout ce qui est un petit peu lié aussi au lycée, à la jeunesse, oui. Voilà. On aimerait favoriser en fait l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi, en encourageant la formation au secteur créateur d'emplois et au secteur qui concentre des offres non pourvues. Exemple, EDF, électrotechnicien. On sait donc on a quelqu'un qui travaillait justement avec EDF et qui nous disait, voilà, ils sont en manque d'électrotechniciens. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On revalorise ces métiers-là,
en créant des partenariats probants avec les entreprises. On invite les gens à faire cette formation-là, mais on fait un accord, on travaille avec EDF. Voilà, quand ils ont fini, au bout de 2 ans, il y a 10 postes à pourvoir. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un débouché. Donc on insiste sur les postes où il y a des débouchés. Donc là, on prend un métier manuel, mais ça peut être un métier aussi autre. Un métier de bureau, un métier de banque, un métier de... Voilà, il n'y a pas de limite sur ça. L'objectif étant quand même de baisser le chômage et de faire en sorte que les gens puissent s'intégrer de par le travail. Une deuxième mesure, par exemple, donner des outils aux jeunes franciliens, leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent partir dans la vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà fait au niveau départemental et au niveau municipal, c'est l'accompagnement et l'aide pour le permis de conduire. Malheureusement, je dis malheureusement parce que... Voilà. Malheureusement, certains n'auront que le permis de conduire comme diplôme. Ce sera le seul diplôme. Ça peut permettre d'être ambulancier, ça peut permettre d'être chauffeur-livreur, ça peut permettre d'être aujourd'hui, on voit que vous savez, les Uber, etc., c'est des métiers qui se développent. Ça peut permettre aussi d'ouvrir cela. Il y a énormément de personnes issues de banlieues et de quartiers qui font ce métier-là. Là. Uber, enfin ça c'est une marque, mais je veux dire, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, VTC, enfin toutes ces choses-là, et qui, parce que ça demande de savoir conduire. Voilà, c'est le principal. Et donc, on accompagnerait, on aiderait à financer le code par exemple de la route, ce qui fait que s'il s'arrange bien entre la ville, le département et la région, il pourrait peut-être financer aux 3/4 en tout cas le permis de conduire, mais sauf que nous ce qu'on propose c'est en échange des heures de bénévolat dans des associations, ce qui fait que là ça leur apporte une plus-value. Et peut-être que ça va leur ouvrir l'esprit. Celui-là qui a arrêté les cours, qui va faire son permis de conduire, qui s'engage dans une association de solidarité internationale ou qui s'engage dans une association d'accompagnement des jeunes, etc. Peut-être que ça va lui donner des idées. Peut-être qu'il va vouloir créer quelque chose derrière. Peut-être que... Enfin, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais c'est surtout maintenir ce lien social, maintenir ce lien entre les gens, que les gens puissent se parler et que tout à chacun puisse... se sentir intégré dans une société commune, quoi. Je dis ça, j'ai le mot intégration depuis tout à l'heure, mais je n'entends pas intégration dans le sens où les politiques le parlent, intégration, VS, assimilation, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est qu'avec les derniers événements qui sont arrivés, je pense qu'on se pose tous un certain nombre de questions. Comment des personnes, justement, qui ont grandi comme nous, qui auraient pu même aller à l'école avec nous, ont pu arriver à un degré de désespoir pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. Et donc on pense sincèrement que le travail, le logement, etc., et le lien social, c'est ce qui peut répondre le mieux. Si ces personnes sont connectées, je pense qu'elles n'iraient pas jusque-là. D'accord. Concernant l'aménagement du territoire et la métropole du Grand Paris qui sera en place dès le mois de janvier 2016, est-ce que vous voyez comment peut coexister la région avec cette métropole ? Alors, ça c'est pour le coup, là, je vais mettre un volet très très personnel, c'est qu'on a vu qu'il y avait eu la réforme, donc on voulait supprimer les départements et supprimer la région. À un moment donné, c'était ce qui était prévu. Pour mettre la métropole du Grand Paris. Les départements n'étaient pas d'accord. Moi-même, je défendais le fait que je souhaitais que le Val-de-Marne reste le Val-de-Marne. Bon, ben, peut-être que c'est un attachement qui n'a pas de sens pour certains, mais voilà, c'est notre identité, le 94, etc. etc. Et au final, on a le département, on a la région, et on a la métropole du Grand Paris. Et on a les territoires qui sont entre la commune et le département. Ça commence quand même à faire un peu beaucoup, on n'arrive plus trop à s'y retrouver, et moi je me demande comment les gens ils vont s'y retrouver là-dedans, les citoyens, les habitants. Alors pour moi, le mot citoyen, c'est pas que ceux qui votent, c'est de manière générale, on est d'accord. Donc les habitants d'une ville, comment ils vont s'y retrouver? Ils vont avoir un élu, donc je prends le cas de la ville de Fontenay-sous-Bois, on a un élu à la métropole du Grand Paris. Donc voilà, un élu pour représenter 53 000 habitants, enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. Comment on va s'y retrouver? Comment on va faire pour interpeller nos élus à la métropole? Si l'élu se retrouve par exemple à Neuilly-sur-Seine, voilà, on est aux deux extrêmes, est parisien, ouest parisien, donc il faudra se déplacer jusque là-bas. Comment ça va se passer, ouais? Et on pense que c'est un déficit de démocratie profond ce qui se passe sur la construction de la métropole du Grand Paris, et on le voit très bien, un rejet très massif des territoires dans le Val-de-Marne, là. La quasi-totalité des villes ont rejeté les propositions de découpage. Malgré cela, on avance quand même. Sur les propositions, la crainte qu'on a, c'est qu'on ait en fait un développement à 3 vitesses. Paris, la petite couronne et la grande couronne.
la Grande Couronne qui est parfois complètement délaissée. Notre tête de liste, Dawari Horsfall, vient justement de Massy-Palaiseau, dans le 91, donc il a une expérience sur ça. On a des personnes qui sont de Trappes aussi, donc c'est des lieux qui sont assez reculés. On parle de banlieue, alors là vraiment, on est vraiment mis sur les bancs. Et donc notre crainte, c'est que les transports, le développement des transports, par exemple, se fasse au détriment de cette Grande Couronne. Puisqu'on parle du Grand Paris, on parle de la Petite Couronne, on parle de renforcer les liens, etc. etc. Mais ce que vit aujourd'hui la petite Couronne, à savoir Fontenay, Créteil en 1 heure, c'est ça, et ben on a peur qu'ils le vivent aussi demain, quoi, que ça s'aggrave. Une proposition sur je sais pas, c'est forcément lié à la métropole du Grand Paris, mais c'est lié au logement, et ce qui me fait penser, parce que c'est une des compétences justement qui va être transférée. Donc la région, quel rôle elle pourrait jouer là-dedans? Donc au-delà de financer ou de cofinancer les rénovations urbaines, des rénovations, des réhabilitations, etc., de la construction de logements, etc., on souhaiterait pénaliser les communes qui ne respectent pas la loi SRU, donc dont Nogent fait partie, dont Saint-Maur-des-Foncés font partie, dont Vincennes, Saint-Mandé, etc., on peut en citer plein. Quand on sait que par exemple Saint-Maur paye 3,5 millions d'euros chaque année de pénalité, qui c'est qui est pénalisé? C'est les habitants, c'est les gens. C'est-à-dire qu'au lieu de rénover un équipement, on paye ça pour ne pas avoir de logement social, parce qu'on considère que le logement social, c'est que pour les pauvres, et c'est ce que je pense, hein, peut-être que... Voilà. Donc en tout cas, la proposition serait que les subventions qui sont proposées par la région, s'il n'y a pas de respect de la loi, on les réalloue. On les donne on récompense les bons élèves et on sanctionne les mauvais élèves. Maintenant, ce qui pourrait être fait aussi pour ne pas sanctionner justement les habitants, parce que c'est le plus important, c'est pouvoir financer directement des petits projets, des projets de proximité, des projets locaux, etc. Mais il serait déraisonnable de se dire, tenez, vous ne respectez pas la loi, en plus vous le mettez dans votre programme et vous le dites avec fierté, je ne construirai pas de logement social, je ne ferai pas les 25%. Vous ne souhaitez pas partager, parce que vous ne souhaitez pas partager la chose, et en plus on vous donne des subventions. Alors ça, on trouve ça complètement inadmissible. Donc c'est l'une des propositions, et puis la mise en place d'une plateforme aussi régionale visant à favoriser les colocations entre personnes âgées isolées et étudiants. Ça c'est quelque chose qui est beaucoup répété, même au niveau local. Il y a beaucoup de volonté, en tout cas, ça je pense que c'est à peu près transparti. C'est vrai que c'est beaucoup plus à gauche, mais j'ai l'impression, hein. Mais voilà, on a des personnes isolées qui vivent dans des grands appartements, malheureusement, et qui n'occupent pas tout l'espace. Elles savent que si elles déménagent, elles vont payer encore plus cher que ce qu'elles ont, parce qu'elles sont rentrées en 1964, des choses comme ça. Donc pourquoi pas faire en sorte de mettre en relation étudiants et personnes âgées. Les plus jeunes pourront aider les plus âgés, les plus âgés feront profiter de leur expérience, il y aura une intergénérationnalité, et ça crée du lien social, encore une fois. Nassim Nachlach, comment faire campagne quand on est un petit mouvement, qu'on n'a pas beaucoup de moyens humains ni financiers? Eh ben écoutez, on galère. On galère. Voilà. Comment vous dire? Donc, pour le Val-de-Marne, puisqu'on est en 94 citoyens, on n'est pas dans 83 citoyens, pour le Val-de-Marne, il faut savoir que c'est un budget total de 5 000 euros. Bon, voilà. 5 000 euros pour faire campagne sur... Alors, on fait quoi avec 5 000 euros? On fait quoi? On fait ce qu'on peut, déjà. Donc, on fait des bulletins de vote, déjà. Parce qu'il faut que les gens, s'ils souhaitent voter pour nous, voilà. Donc, il faut compter 2 500 euros pour les bulletins de vote. Donc, déjà, 50% du budget est parti. 2 500 euros, on n'a pas 100% des bulletins de vote, hein. On a un ratio qu'on a calculé par rapport au pourcentage, voilà, 10% par ville, sachant qu'on sait qu'on ne va pas faire 10%, donc voilà, et des fois on le baisse, etc. Donc ça fait, pour le Val-de-Marne, je crois que c'était 1 million de bulletins, quelque chose comme ça. On a 2 500 euros. Bip, on n'a plus d'argent pour les professions de foi. Donc, et sachant qu'on raisonne avec les autres, là je vous parle du Val-de-Marne, mais notre budget va dans le pot commun. On n'a plus d'argent pour les professions de foi, donc on ne fait pas de profession de foi. Donc on fait des tracts pour essayer d'expliquer notre démarche, etc., etc. Donc on fait 30 000 tracts, et bip, il n'y a plus d'argent, et puis voilà. Et après on va distribuer, et on achète sa colle soi-même, et son balai soi-même, et son seau soi-même. Et vraiment on s'était dit qu'on ne voulait pas faire une campagne low cost. C'était vraiment une volonté en début
en début de campagne, quand on a commencé à discuter, on visait même les 100 000 euros pour la région de budget. C'est ce qu'il faudrait pour avoir une bonne campagne. Voilà, par exemple, nous citoyens, c'est leur budget. Et j'ai quand même beaucoup de mal à croire que des citoyens lambda comme ça puissent réunir quand même 100 000 euros pour faire une campagne. Ça me paraît, voilà, nous on a collecté, on a fait des appels aux dons, etc., déductibles des impôts, enfin un peu comme tout le monde. On n'a pas réuni 100 000 euros, quoi. Et on a des réseaux très denses et avec des personnes très bien ancrées sur leur territoire. Donc... Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ? Énormément, on utilise énormément. On a une page Facebook, enfin tout ce qui est un petit peu classique, Twitter, etc. Il y a les mouvements qui constituent cette liste aussi, qui relaient à leur tour. Donc, ce qui fait qu'il y a certaines émulations qui se passent. Et puis il y a aussi quelques personnalités, populaires dans le réseau et dans la liste. Ce qui fait que, enfin voilà, le dernier partage que moi j'ai effectué sur mon Facebook, il y a tout de suite 1000 personnes qui ont vu à peu près la chose. Après ils adhèrent pas, mais au moins ils ont l'information, c'est la première chose. Mais le plus important, on appelle les gens à voter pour nous, pour notre programme, pour notre projet, pour qu'on le mette en place, etc. Mais surtout que les gens votent aussi, quand même. C'est aussi ça l'idée. C'est pas juste... parce que sinon, on ferait comme les autres. Enfin, on aurait le sentiment de faire comme les autres. Non, viens voter pour moi, je suis mieux que l'autre. Non, c'est... Va voter déjà. Si tu souhaites voter blanc, vote blanc, mais exprime-toi. C'est le plus important. Il faut aller au bout. Et si tu souhaites voter pour un projet qui te ressemble, nous, on a un projet. Et on propose quelque chose. Et il ressemble à notre région, et il ressemble à monsieur tout le monde, quoi. Donc voilà, et je pense que la liste qui est proposée et les projets qui sont proposés, volontairement, suite aux derniers événements, aux attentats, on a volontairement, on n'a pas souhaité modifier nos propositions, ni en rajouter. Parce que, premièrement, ce seraient des propositions de réaction, alors que nous, on est dans l'action. Donc, il faut pas mélanger les choses. Réaction, on est sous l'émotion. On va faire une proposition pour faire ceci, faire cela, empêcher les gens. Non, on estime que notre programme est déjà dans ce tempo de toute manière. D'intégration, c'est inclusif, etc. Et donc voilà, quoi. En fait, on pense que notre liste, c'est l'une des nombreuses réponses qui peuvent être apportées. C'est une liste d'union citoyenne et on a un large rassemblement qui est assez impressionnant. Et comme je vous ai dit, j'ai retracé rapidement mon parcours. Ça fait un moment. Prenez les différentes listes du Val-de-Marne, on n'y retrouve pas, on ne sait pas ce qu'on retrouve malheureusement. Nassim Lachlache, merci. Merci à vous.